L'Argentine, c'est les merveilles de la Patagonie, c'est la sensualité du tango, c'est les vignobles de Mendoza, c'est l'asado et les gauchos. Et puis l'Argentine, c'est les couleurs de la Boca, c'est la puissance d'Iguazu, c'est la vie moderne de Buenos Aires et le vide primaire des grands déserts. Mais l'Argentine, c'est aussi le football. Quisiera ser la boca de tu guitarra que sabe decir todo. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on poursuit notre petit bonhomme de chemin, les yeux rivés sur le 14 juin et on va parler d'une sélection fabuleuse, l'Argentine. Aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire, alors voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot gentil dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et enfin je voulais remercier un abonné, Kevin, qui m'a préparé un dossier très complet sur l'Argentine, une sélection et un pays qu'il affectionne particulièrement. Alors merci à toi et c'est parti. Alors le parcours qualificatif de l'Argentine a pas mal fait parler, et a raison, parce que l'Albiceleste a connu des grosses périodes de galère et est passé à deux doigts de rater le mondial russe. Tout avait effectivement très mal débuté avec une défaite à domicile contre l'Équateur 2-0 suite à des buts tardifs d'Errazzo puis de Caicedo qui font grincer les 40 000 spectateurs de l'Estadio Monumental, et suite à un match nul 0-0 au Paraguay et un autre partage des points concédés face au Brésil, la faute à une réalisation de Lucas Lima en deuxième mi-temps, et au bout de 3 journées, les Argentins ne comptabilisent que 2 maigres points. Ils vont réussir à se reprendre et enchaînent 3 victoires en autant de matchs, dont un succès précieux décroché à Santiago face à des Chiliens combatifs, 2-1. Mais l'été 2016 va refaire surgir de gros doutes chez les coéquipiers de Mascherano, qui échouent à nouveau en finale de la Copa América. Le sélectionneur Tata Martino démissionne, Messi annonce sa retraite internationale et le peuple argentin se met sérieusement à trembler. La suite des événements sera désastreuse. À 2 matchs nuls concédés au Venezuela puis au Pérou succèdent 2 défaites face à des Paraguayens animés qui inscrivent le seul but du match par l'intermédiaire de González, mais surtout face à l'ennemi brésilien, une humiliation 3-0 suite à des buts de Coutinho, Neymar et Paulinho, et pourtant suite aux exhortations du peuple argentin et au soutien de personnalités comme Diego Maradona entre autres, Messi était revenu en septembre et a participé à tous ces matchs. Il symbolise une Argentine effrayante sur le papier, mais effrayée sur le terrain. L'Albiceleste a un nouveau sélectionneur, Edgardo Bauza, mais lui-même ne fera pas long feu. Il est remercié à 4 rencontres de la fin des phases de qualification, et suite à 3 nuls face à l'Uruguay, au Venezuela et au Pérou, l'Argentine se retrouve dans une situation extrême, indigne de son rang. Elle se déplace à Quito pour l'ultime journée de qualification, et seule une victoire lui assurera de participer au mondial. Mais dans un Estadio Olímpico Atahualpa construit 3 km au-dessus du niveau de la mer, les Équatoriens vont ouvrir le score au bout de 40 secondes. Plus qu'un problème d'altitude, c'est surtout une question d'attitude que l'Argentine va devoir résoudre, mais grâce à un superbe but égalisateur tout en touché de Lionel Messi, qui réalise le doublé quelques minutes plus tard d'une frappe puissante, les hommes de Sampaoli s'offrent un peu d'air, et le lutin génial n'en a pas terminé, il plie l'affaire d'un lob subtil en deuxième mi-temps, 3-1. Cette fois les Argentins seront en Russie, c'est sûr, mais que ce fut dur. Bon, j'ai été très long sur cette section qualif, alors on va essayer d'accélérer un peu le rythme, on passe à l'histoire maintenant, et celle de l'Argentine est riche, c'est un euphémisme. Son premier point d'orgue, c'est sans doute le Mondial 1978, une Coupe du Monde que les Argentins organisent et dont ils atteindront la finale après bien des péripéties. Une victoire contre la France de Platini au premier tour, 2-1, suite à un penalty de Passarella et une reprise splendide de Leopoldo Luque. Un solide succès face à la Pologne au second, grâce à un doublé du légendaire Mario Kempes. Mais aussi un triomphe éclatant face au Pérou, 6-0, qui permet à l'Argentine d'accéder à la finale de la Coupe du Monde, pour la seconde fois de son histoire seulement. Mais alors que leur campagne de 1930 s'était soldée par un échec face à de brillants Uruguayens, cette fois c'est bien les hommes de César Luis Menotti qui vont se couvrir de gloire. À l'ouverture du score de Kempes en première mi-temps, succès d'une égalisation très tardive de Naninga, les Hollandais, sous la houlette du légendaire Ernst Happel, opposent une féroce résistance, mais en prolongation c'est à nouveau Kempes qui va surgir, avant que Bertoni ne tue le suspense. L'Argentine remporte le mondial dans son jardin de Buenos Aires. Et alors ce qu'il faut préciser, c'est que cette campagne de 78 s'était déroulée sans le prodige argentin Diego Maradona, qui à 17 ans éblouissait déjà les pelouses argentines, mais que Menotti avait préféré ne pas convoquer. En 1986, l'erreur sora réparée et le Pibe de Oro rejoindra non seulement l'Albiceleste, mais surtout le panthéon des très très grands, en inscrivant en quart de finale contre l'Angleterre un doublé qui exprime tout son génie, mais aussi sa malice légendaire, avant de récidiver en demi contre la Belgique, 2 buts extraordinaires qui écrivent la légende d'un joueur décidément pas comme les autres. L'Argentine atteint donc la finale du mondial mexicain, et dans un stade aztèque qui concentre la furie de 115 000 spectateurs, les hommes de Carlos Bilardo vont vaincre l'Allemagne de l'Ouest.
Brown ouvre le score avant que Valdano ne double la mise, et l'Albiceleste se voit déjà soulever le trophée Jules Rimet, mais 2 buts éclairs de Rummenigge à la 74e et Rudi Völler à la 80e relancent le suspense, juste assez pour faire entrer dans l'histoire Jorge Luis Burruchaga, qui inscrit le dernier but du match à 5 minutes du terme. 8 ans après son premier sacre, l'Argentine ajoute un second titre mondial à son palmarès, et ce soir-là, personne n'est plus heureux que Diego Maradona. Et alors plus récemment, on est obligé de mentionner la campagne de 2014 qui a brisé le cœur des Argentins. Leur parcours exceptionnel prend fin en finale suite à un but splendide inscrit en prolongation par Mario Götze. Les supporters de l'Albiceleste espéreront voir leur sélection ajouter une 3e étoile à son écusson dès cet été. Mais pourtant, pas sûr que l'effectif argentin ait l'étoffe d'un champion du monde. Au cage, on devait retrouver Sergio Romero, mais il a dû déclarer forfait la semaine dernière suite à une blessure au genou, et son remplaçant probable, Franco Armani, ne compte toujours pas de sélection à son nom. Devant, si l'on s'en fie aux dernières déclarations de Sampaoli, on aura un système en 2-3-3-2 qui a fait tourner des têtes, et sa charnière associera Nicolas Otamendi à Federico Fazio. Le premier semble loin de l'époque de son transfert record à Manchester City, et si Fazio a réalisé une saison intéressante à la Roma, sa lenteur pourrait porter préjudice à des Argentins qui ont chuté lourdement contre l'Espagne en préparation, 6-1, mais aussi face au Nigeria, 4-2. Clé défensive du milieu, Javier Mascherano est le joueur le plus expérimenté de l'effectif. Avec 143 sélections à son nom, il co-détient le record argentin en compagnie d'un autre Javier, le grand Zanetti, mais sa carrière n'est pas loin de son crépuscule, il a rejoint en début d'année le championnat chinois. A ses côtés, on pourrait retrouver Nicolas Tagliafico de l'Ajax et Cristian Assaldi du Torino, ou bien le mancunien Rojo et le sévillan Gabriel Mercado. Plus haut, l'incertitude est encore de mise. Angel Di Maria, qui n'est plus en odeur de sainteté au PSG, figurera sûrement dans le 11, mais Ever Banega dispute sa place à un autre Parisien, Giovanni Lo Celso. À droite, le jeune Christian Pavón de Boca Juniors est une des révélations argentines, mais Manuel Lanzini de West Ham pourrait aussi être titulaire. Enfin, on retrouve devant les vrais épouvantails de l'Argentine. Le Kun Agüero est un buteur létal et il a la confiance de son sélectionneur qu'il préfère à Higuaín sur le banc et à Icardi non sélectionné. Mais le guide de l'Albiceleste est évidemment l'immense Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de son sport. On va se garder ce débat pour une autre fois, mais toujours est-il qu'il peine à laisser éclater son talent sous les couleurs de son pays. Et pour ne rien faciliter à la tâche, les Argentins ont hérité d'un sacré groupe. Ils lanceront leur mondial face à une redoutable Islande le 16 juin, avant de disputer un choc énorme face à la Croatie 5 jours plus tard. Ils affronteront enfin le Nigeria pour la 5e ou 6e fois de leur histoire, une stat folle comme ça, et donc ils affronteront enfin le Nigeria le 26 juin. Et alors comme vous le savez, mon favori dans ce groupe c'est plutôt la Croatie que je sens assez solide, mais dans un bon jour, si les étoiles sont alignées, l'Argentine portée par Messi peut être terrifiante, alors je les vois accrocher, difficilement quand même, mais je les vois accrocher la 2e place du groupe et affronter donc en 8e la France. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que l'Argentine peut se sortir de ce groupe piège? Ensuite, est-ce qu'ils ont pour vous le potentiel pour être l'équipe surprise de cet été? Et enfin, est-ce que l'Argentine serait un bon tirage pour l'équipe de France en 8e de finale? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi énergique qu'une célébration de Maradona, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain!